Les rêveuses. Les rêveuses. Podcast. Vous écoutez le podcast des rêveuses. C'est un podcast qui accorde aux rêves oniriques, ceux qu'on fait la nuit, une place aussi importante que la vie qu'on mène à l'état de veille. Je suis Mimi Sao et dans ce podcast, je t'emmène à la rencontre de personnes que le rêve inspire dans leur pratique professionnelle et dans leur vie au quotidien. Bonjour à toutes et à tous. C'est le 4e épisode de la saison 2 des Rêveuses. Aujourd'hui, je suis allée à la rencontre de Tuya Kerichi. Vidéaste, artiste, Tuya a commencé à dessiner ses rêves pour les traduire matériellement. Tuya Kerichi a co-créé l'Oniroscope, dispositif qui va à la rencontre des personnes pour qu'elles parlent de leurs rêves, avec Ariana Shekoni que vous pouvez réécouter dans l'épisode 3 de la saison 2 des Rêveuses. Ce dispositif permet de créer une proximité authentique avec la mémoire du rêve. Bonne écoute. Bonjour Tuya. Bonjour, Est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît ? je m'appelle Tuya Kerichi. Je suis artiste visuelle tout autour de la vidéo, l'illustration, les dessins, le collage visuel. Et je suis italienne, mais à partir de 2012, j'habite Marseille. Et aujourd'hui, un peu Marseille, entre Marseille et les Cévennes. Quand est-ce que tu as commencé à t'intéresser à la thématique des rêves ? Les rêves, ils ont commencé à m'intéresser à partir, d'une relation plutôt intense, parfois inquiétante, que j'avais avec mes rêves quand j'étais plus jeune, disons quand j'avais à peu près entre 25 ans, comme ça. Suite probablement au fait que j'ai eu une série de deuils familiales l'une après l'autre, une période bien troublée de vie. Et en plus, j'étais jeune, du coup, un imaginaire très vivant, donc j'étais en proie de mes rêves, en quelque sorte. Et c'est comme ça que forcément j'ai dû m'intéresser un peu à leur nature, à leur impact sur ma vie. Une chose, comme en fait mes rêves à période, ils me hantaient vraiment, dans le sens ils me perturbaient pendant la journée. J'avais justement une chose que je considérais vraiment des cauchemars perturbantes. J'ai vu que ça marchait très bien pour moi de chercher à les dessiner ou à les mettre en pratique en quelque manière. Et la chose que je faisais, oui, bien sûr, je lisais aussi, j'ai lu, disons, des textes plutôt d'ordre psychologique sur l'interprétation des rêves, le rôle des rêves dans notre vie émotionnelle et tout. Mais en fait, si je rêvais, par exemple, une pomme dans un espace bizarre, ça m'intéressait beaucoup, chercher tout simplement à dessiner la pomme ou l'espace bizarre comme je me le souvenais, sans y apporter de jugement. Et du coup, après, là, je dis une pomme pour simplifier. Des fois, c'était mon père, des fois, c'était ma tante. Mais du coup, le type d'interrogation que je faisais sur mes rêves, c'était un rapport au dessin. Par exemple, je me disais, je rêvais mon père qui est décédé quand j'avais 11 ans. J'ai rêvé mon père. Est-ce que je voyais vraiment son visage ? Parce que je veux dessiner comment je le rêvais, pas comme mon père est sur les photos ou dans mon souvenir. Et du coup, j'allais creuser dans mes souvenirs du rêve les aspects, disons, plus liés à mes perceptions, comment je l'ai perçu. Je l'ai perçu peut-être parce que je me souviens très bien son pull.
plus son pull et son nez peut-être que tous les restes de mon père. Du coup, je dessinais le nez et la trame de son pullover, par exemple. Et déjà, le fait de m'appliquer à ça, d'un côté, ça me calmait, de l'autre côté, ça me semblait de redimensionner aussi le poids de certaines images effrayantes, voire, je ne sais pas, quand on rêve à mort dans sa apparence de mort, on rêve quelque chose vraiment de violent comme ça. Du coup, reproduire la violence d'un rêve sur papier ou avec des choses, des fois c'est des matières aussi. Des fois, je me souvenais d'un rêve pendant la journée, juste parce que j'ai touché une matière ou parce que quelque chose passait dans ma vue. Et je me disais, ah tiens, il y avait un bus dans mon rêve, c'est vrai. Et non, je pense que ça arrive à tout le monde. Et du coup, à partir de là, je m'accrochais, je cherchais à réaliser des choses qui c'était pas des œuvres ou c'était pas forcément des choses accomplies, c'était vraiment pour les travailler. J'avais déjà un peu structuré cette pratique pour moi-même. Et c'est dans cette année-là que j'ai rencontré Arianna en tant que nouvelle coloc dans ma colocation en Italie. Du coup, Arianna, elle était anthropologue, elle est retournée du Pérou. Il y avait un nouveau intérêt très fort d'elle pour les rêves et surtout pour l'usage des rêves, la pratique des rêves dans la vie quotidienne. Et chez moi, sur les rêves, justement, comment les pratiquer, comment élaborer, voir les deux et la présence, les dialogues qu'on a avec nos morts, les personnes qu'on aime, qui sont disparues, avec les visions effrayantes, les peurs et tout ce que les rêves nous montrent, non, et qui nous font vivre. On a commencé à développer ensemble un intérêt pour les rêves, mais surtout orienté vers une vision non interprétative du rêve. Quand on avait 25 ans, on disait, on s'en fout de la psychologie c'est juste, c'est une clé d'interprétation et d'usage des rêves, mais ce n'est pas la clé qui peut être applicable à n'importe qui sur cette planète. On voit que sur les rêves, on a plein de clés interprétatives différentes. Aujourd'hui, je me dis que Arianna et moi en tant qu'artiste surtout, je n'ai fait rien d'autre qu'interpréter les rêves en fait, parce que aussi prendre un crayon et chercher à faire un dessin sur une mémoire d'un rêve que tu as eu, c'est une manière de l'interpréter. Ça, on ne peut pas s'empêcher d'interpréter quelques expériences qu'on a vécues. Aujourd'hui, je sais que notre orientation, c'était, disons, sortir un peu d'une interprétation psychanalytique, psychologisante du rêve pour aller chercher quelque chose d'autre, pour aller chercher une proximité plus authentique avec la mémoire. Du coup, suspendre le jugement, de dire, par exemple, j'ai rêvé un bijou parce que le bijou, pour moi, ça veut dire ça et ça. Non, rester sur, j'ai rêvé un bijou. Il était comment ce bijou? Il était quelle couleur? On était où? Il faisait froid, je l'ai touché, je ne l'ai pas touché. Ce type de questions. Et non pas des questions en référence à leur signification. C'est un peu par ces parcours-là qu'après, Arianna a fait son parcours d'études, de recherche, de voyages, de vie. Moi, les miennes. Quand tu dis que toi, tu avais pris l'habitude rapidement donc, de traduire par le dessin tes rêves, par exemple avec ton papa, c'est une forme d'interprétation, comme tu le dis. Qu'est-ce que ça permet, qu'est-ce que ça procure
si on veut, l'idée de pouvoir un peu contrôler qu'est-ce qu'on a dedans, non? C'était, disons, thérapeutique un peu. Et de l'autre côté, encore plus que thérapeutique, ça devenait marrant. Je me marrais énormément à le faire. Je me commençais à marrer à fabriquer des petits zombies, tu vois, ou de fabriquer un monstre, une chose monstrueuse qui pour moi, c'était hyper angoissant dans les rêves. Par exemple, j'avais rêvé les cadavres de moi-même et de ma mère, non? Qui dit comme ça, Et du coup, je me dis, OK, mon cadavre, il était comment? Bah, j'étais boudineux, j'étais comme un boudin gélatineux. Du coup, qu'est-ce que je peux utiliser? Aller à la cuisine et dire, bon, quelque chose de gélatineux, mais que ça soit aussi dégueulasse, comme dans mon rêve. Qu'est-ce que je peux utiliser? Du coup, ça veut dire que banalement, les jours après avoir fait ce cauchemar, tu passes ta journée à bricoler avec de la gélatine dégueulasse et tu te fais rire toi-même. Tu vois, d'un côté, il me semble de pouvoir amener dans ma réalité éveillée des choses un peu plus concrètes à niveau des souvenirs, des mémoires, pour pouvoir l'élaborer. Et de l'autre, tout simplement, j'utilise cette inspiration pour faire quelque chose qui me fait plaisir. J'ai du plaisir à manipuler des matières, à les assembler, à les regarder et les filmer. J'ai commencé parce que ça me faisait du plaisir, en fait, de le faire. Et du coup, ça, c'est la deuxième chose. Troisième chose, par l'effet d'avoir plaisir à mettre les mains dans la matière et sa relation avec les monstres, ça arrive des choses, en fait. Ça change des choses. Et j'ai l'impression, j'y crois, que ça se met en route, le rêve. Et ils ne se mettent pas forcément dans la route qu'il a annoncée pendant la nuit. Non? Par exemple, un rêve effrayant. En quelque manière, je me dis, c'est l'unique chose que j'ai de mon père ou de ma tante aussi décédée, de mon frère décédé. L'unique chose, c'est cette apparition dans les rêves, cette chose intense. Du coup, je les pratique. Je ne fais plus la distinction entre cauchemar et rêve bon. Je ne la fais pas, par exemple. Je prends ce que j'ai rêvé, je cherche à les faire, et pendant que je les fais, et ça arrive des choses après. Ça change quelque chose. Hyper intéressant ce que tu racontes, parce qu'on a l'impression, enfin du moins de ce que j'entends, et parfois moi je peux me le dire aussi, que les rêves sont vraiment quelque chose d'insaisissable. Et à travers ton témoignage, j'ai l'impression que en fait, on peut se saisir de ces rêves et puis les rendre palpables. Et je voulais te demander, est-ce que toi tu fais une distinction entre la vie éveillée et ce que tu vis dans les rêves? C'est une très belle question et c'est une question que je me pose souvent. Des fois, j'ai besoin de marquer cette distinction parce que ça m'aide dans la vie de dire « Ah, ça c'est ce que j'ai rêvé, ça c'est ce que j'ai vécu ». Au contraire, des fois, ça m'intéresse justement valoriser ce qu'il y a des liens entre les deux. Et je constate que la frontière entre les deux, c'est bien flou. Il y a certains rêves qu'on le fait parce que le corps, il se soigne beaucoup par les rêves. Le corps à niveau anatomique, c'est-à-dire les organes, Et aussi, dans la recherche neurobiologique actuelle, il y a la théorie forte que certains rêves servent à produire. Par exemple, je ne sais pas, il y a des rêves qui encouragent la sécrétion d'endorphines ou au contraire qui t'aident à déclencher certains muscles. Par exemple, quand on a peur, on déclenche certains muscles, non pas d'autres. L'excitation sexuelle, elle déclenche certaines choses. Et que des fois, on fasse des rêves pour soigner des parties du corps dont le fonctionnement, moi, ça m'échappe des fois. Du coup, je me dis, quand je
j'ai fait des rêves, des fois j'ai fait des rêves que je me souviens seulement des bribes et je n'arrive vraiment à pas lui donner une valeur quelconque parce qu'ils sont tellement anodins ou tellement... Et alors dans ces cas-là, je me dis, peut-être c'est pas les sujets du rêve, mais c'est ce que ça me produit dans le corps. Peut-être il a servi pour mon hernie discale, peut-être. Ça pour dire, pour revenir à ta question, est-ce qu'il y a une différence entre la vie éveillée? Mon cerveau, il dort. Il est dans ces moments-là dans un autre état. Par contre, il y a tout un tas de choses dans le corps qui travaillent pendant que je rêve, qui sont vraiment, ils utilisent le rêve pour travailler. Du coup, je veux dire ça, oui, à niveau cérébral, psychique, je suis dans un autre état que je peux effectivement différencier. Ça, je suis endormie. Mais le corps, il est en train de faire plein de choses avec mes rêves. En 2010, vous avez initié un travail ensemble avec Ariana, c'est ça? On a vraiment commencé à travailler concrètement sur notre démarche sur les rêves. Moi j'ai commencé du cinéma image par image, disons, à bricoler des choses et après les mettre en animation, en vidéo, en les bougeant petit à petit et réalisant des vidéos comme ça. En même temps, j'ai commencé à jouer la musique et j'avais un fort intérêt, et je l'ai encore, par les démarches d'improvisation qui sont possibles dans la musique. Non? Moi, je prends un instrument, toi, tu prends un instrument, on ne se dit pas qu'est-ce qu'on va jouer et on cherche à se retrouver seulement dans les moments, dans l'instant, par ce qu'on fait. Du coup, de plus en plus, je me suis intéressée à comment transférer cette liberté totale qu'on trouve de communiquer par la musique en improvisant dans une démarche de faire du cinéma. Est-ce que c'est possible de faire du cinéma improvisé? Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire, à jouer, disons, avec mes maquettes, les figurines, les graines, les lumières, les choses dont j'ai disposé pour fabriquer mes films. À la base, vraiment du bricolage, toujours. Et de les animer en temps réel. Non? C'est-à-dire, je les anime, je les filme en même temps. Et j'ai commencé à utiliser la pratique de filmer en temps réel les animations et en interaction avec quelqu'un qui joue la musique. Du coup, un dialogue, non? Et j'ai donné le nom de Manu Cinéma à cette pratique parce que c'est un cinéma fait essentiellement à la main, avec vraiment presque pas de technologie autre qu'un caméscope branché au vidéoprojecteur. Et Ariane, de son côté, de plus en plus, elle a eu besoin aussi de retourner avec sa recherche sur les rêves nocturnes en Europe, dans le contexte de notre société en Europe. Et du coup, on s'est retrouvé avec ça, que d'un côté, Ariane, elle avait besoin elle se demandait comment je vais étudier les rêves dans une société où les rêves, que c'est la notre société, où les rêves sont du domaine intime et ne sont pas si partagés socialement comme, par exemple, dans les communautés paysannes sur les Andes, où les rêves, ça se raconte dans les villages, on prend des décisions collectives à partir des rêves. En Europe, c'est pas du tout ça. Les rêves, on les raconte à son copain, à sa mère, ou alors à un apéro comme ça pour parler de quelque chose de
sympa et léger, mais ou alors à fin thérapeutique chez les psychanalystes, chez le psychologue. Voilà, il y a des lieux vraiment toujours un peu qui sont des huis clos. À Ariane, ça lui intéressait beaucoup pouvoir continuer à faire des entretiens collectifs, voir, parce qu'elle est intéressée non pas au rêve en tant qu'expérience autobiographique, mais plutôt au rêve comme expérience sociale. Qu'est-ce qu'on fait dans la société de ces rêves? Comment les rêves sont impactés par la société et vice-versa et tout. De mon côté, moi, je me trouvais à vouloir collectiviser mon expérience de faire cinéma, faire du cinéma avec le public présent et avoir l'expérience d'animer un set d'animation cinématographique pour la première fois, en même temps que le public faisait l'expérience de le voir. Cioè, bricoler ensemble du cinéma, est-ce que c'est possible? C'est dit, mais si on utilisait la pratique artistique pour creuser dans la mémoire des rêves des gens, est-ce que ça marcherait? Et du coup, on a commencé en Italie d'abord, après un peu en France, à Berlin, là où on trouvait des disponibilités d'ateliers, des festivals comme ça, à proposer des oniroscopes qui consistent à réunir un groupe de gens, les inviter chacun à raconter un rêve qu'il a marqué ou qu'il a envie de partager. Et moi, avec la caméra et avec des objets aussi, normalement, je demande aux gens d'amener un rêve et un objet qui est lié à ces rêves. Du coup, c'est la personne qui m'amène des objets. Avec ces objets, on les met en bas de l'œil de la caméra. Tout le monde peut voir sur grand écran qu'est-ce qu'il passe. Et on est en groupe et on cherche d'arriver à faire des images qui ne soient pas forcément vraisemblables par rapport au souvenir du rêve de la personne, mais qui au moins touchent certaines perceptions qu'elle a eues, ou alors l'atmosphère, en touchant, manipulant doucement, ou alors en effectuant des actions bien radicales sur l'objet que la personne me donne, selon les rêves qu'elle raconte. Et du coup, c'est avec ces dispositifs-là qu'on est débarqué à Marseille en 2013. Et on avait gagné une bourse de recherche par l'IMERA, c'est un institut de recherche avancée lié à l'Université d'Aix-Marseille. On s'était proposé de faire une recherche sur comment les gens rêvent dans les quartiers nord. Notre défi était utiliser la démarche artistique, bricoler à niveau visuel, à niveau de multimédia, disons, des rêves, avec l'objectif d'en collecter de plus en plus et de pouvoir surtout mettre les personnes en forme de groupe à travailler et à parler et à s'échanger leurs rêves. Plus en plus, la recherche sur les rêves, c'est lié à une recherche plus générale sur le sommeil. Non? On s'est lié aussi à une équipe multidisciplinaire qui comprend un neurologue et un psychologue pour rechercher, pour faire des actions en rapport au sommeil. Notre recherche s'est nourrie par des actions sur un territoire. Bien sûr, les actions, tous les faits là où il y a besoin. C'est-à-dire, il n'y a plus besoin de réunir un groupe de femmes ensemble et parler des rêves ou des troubles du sommeil dans un centre social à la Belle de Mai que dans le 4e ou non. C'est aussi ça. C'est aussi le besoin de parler, d'être ensemble, de partager qui fait qu'on a privilégié certains quartiers ou certaines thématiques aussi que d'autres. Suite à un travail dans les écoles, collèges, écoles primaires, on réalisait des courts-métrages à partir des rêves nocturnes des élèves, non? Et c'était des ateliers vidéo sur les rêves. Et là, on s'est rendu compte de plus en plus que que beaucoup d'enfants et d'ados disaient tout simplement « Non, mais moi, je dors pas.
Du coup, je rêve pas, je me souviens pas, mais je m'endors très tard ou je me réveille pendant la nuit et je dors plus. Et plein d'enfants et d'ados qui faisaient les nuits blanches. Du coup, d'abord, avec Ariane, on s'est pensé, ah merde, l'insomnie, c'est notre pire ennemi. De l'autre côté, l'insomnie, c'était de plus en plus généralisé et de plus en plus devenu un sujet important d'interrogation. Et c'est pour ça qu'on s'est rapproché du centre du sommeil. Et le docteur Marcret s'est très intéressé à notre recherche. Cette fille, elle va dans les quartiers nord, elle va dans les quartiers là où moi, en tant que directeur du centre du sommeil, je ne peux pas y aller. Non? Au centre du sommeil, il n'y a que des gens qui sont des pathologies très spécifiques qui y vont. Et en plus, il nous disait non, mais le plus gros problème, en fait, sont les femmes isolées. Non, les femmes isolées dans le sens qui sont tout seules, souvent, ou alors qui habitent dans des quartiers qui sont très, très éloignés de la ville, qui n'ont pas de permis de conduire souvent et se trouvent là avec 1, 3, 5 enfants. Elles dorment jamais, elles sont hyper épuisées. C'est ça, elle a dit, c'est ça l'urgence, c'est pas la pathologie. Il y a des pathologies spécifiques, le somnambulisme, la paralysie du sommeil. C'est pas ça l'urgence. L'urgence, c'est en fait la gestion quotidienne du sommeil dans notre vie normale. Et c'est comme ça qu'on a commencé à faire des ateliers sommeil qui sont adressés aux mères d'enfants en bas âge, liés à les PMI, dans les PMI, maisons pour tous, centres sociaux, et c'était surtout dans le 15e, 14e, 16e, mais aussi centre-ville. Ce qui revient souvent, soit dans les podcasts que j'ai pu faire lors de la première saison ou maintenant dans les cercles de rêve, des fois c'est ce rapport un peu à l'intimité et donc de considérer que parler de ses rêves, c'est vraiment rentrer au cœur de choses intimes qui peuvent des fois déboussoler. Et alors j'ai remarqué quand même qu'en général quand il y a une personne qui commence à dire quelque chose en lien avec les rêves qui va vraiment rentrer dans l'intimité, des fois qui peut même être lié à la honte ou tout ça. Ensuite, ça permet vraiment aux autres personnes de s'ouvrir et ça, je trouve que c'est chouette. Mais c'est pas toujours le cas. Une fois, donc, au Beaumet, t'es allée donc avec Claire Bordas, avec qui je co-anime des cercles de rêve. Il y avait quand même un rapport très... donc, il n'y avait que des hommes. Et c'est vrai que... donc, par exemple, donc, il y en avait plusieurs qui étaient confession musulmane et qui disaient que dans leur religion, parler des cauchemars, c'était pas bien. Voilà. Donc, tu vois, en plus, donc, vous qui avez l'habitude de travailler avec des personnes issues de cultures différentes, comment arriver à créer cet espace pour la confidence? Ça aussi, c'est la grande question. Et c'est pas, même pour nous aussi, c'est pas évident de créer cet climat de confidence et de partage autour des contenus intimes. Ce qui nous aide, c'est paradoxalement d'emblée dire qu'il n'y a pas du tout cette attente. Notre but, c'est réaliser des images et réaliser une recherche sur comment on les pratique, les rêves. Toi, tu rêves ou tu rêves pas? Non, moi, je rêve, mais ce sont que des rêves, sont rien de spécial, non? Et on lui dit, on s'en fout si ce ne sont pas spéciales, on y travaille avec de même, on cherche à bricoler quelque chose. Et les ados sont les pires. C'est vraiment difficile de dire, on veut savoir qu'est-ce que tu rêves, comme ça. Des fois, ils ont des réactions vraiment, non, mais surtout pas venir te raconter mes rêves. Avec les ados, ce qui marche, c'est lui dire, on fait un court-métrage, on veut faire des choses complètement folles, du coup tu me racontes un rêve, c'est mieux que si tu me racontes ta réalité, quoi. Il y en a qui inventent, et il y en a qui inventent rêves, et on le voit bien, et nous on le fait de même, ça va,
Tu veux faire le court-métrage du footballeur qui vient te visiter à la maison, bon, on le fait. Mais pendant qu'on le fait, à petit, il y en a un ou deux qui commencent à raconter un vrai rêve. Et même à la prison, on s'est plus présenté comme chercheuse et à la prison, c'était qu'en fait, comme ils sont encerclés d'éducateurs, psychologues, psychiatres et le centre de réinsertion, blablabla, le fait que nous, on n'avait vraiment rien à voir avec leur vie et qu'après on disparaissait, dans le sens, après on n'a aucun impact sur... et du coup, là, ils se sont lâchés, mais complètement. Quelle est la réaction des gens, justement, quand tu commences à utiliser la matière? Pour les enfants, c'est un jeu comme un autre. Ils ne sont pas du tout du souci du fait que je sorte la pâte à modeler ou des trucs. C'est normal, on fait un atelier, voilà. Pour les femmes dans le centre social, il y a des communautés ou des populations qui observent beaucoup les rêves. Vous avez entendu dire « aujourd'hui on se partage les rêves », eux ils viennent avec l'idée de partager quelque chose d'extrêmement sérieux. Et quand ils me voient sortir la pâte à modeler, les petites figurines, des trucs de découpage, ils me regardent un peu comme je suis un débile, ou alors je suis l'artiste du centre-ville venu à faire des trucs bobos avec les gens des quartiers nord. C'est ça. Mais il faut commencer à faire. Après, il y en a qui observent, qui s'accrochent beaucoup à l'image. Et il y en a qui ne regardent même pas qu'est-ce que je fais et racontent plutôt entraînés par Ariane, par les questions, par les autres gens qui racontent. L'image, ça ne touche pas également tout le monde. Alors, j'ai lu que vous, avec Ariana, vous êtes en train de créer un patrimoine imaginaire collectif. Alors... c'est vrai que ça sonne un peu prétentieux, hein? Mais c'est ça. C'est-à-dire, à force de faire des vidéos, des entretiens, des ateliers à droite et à gauche, c'est vrai qu'on a pas mal de matériel. On a commencé à... Et dans le temps, on s'est plus en plus pris les soucis aussi de... créer un protocole d'archivage un peu sérieux, c'est-à-dire qu'un jour, si on n'est plus là, ou si on ne s'occupe plus de ça, qu'une autre personne peut accéder effectivement à ce qu'on a fait et qu'est-ce qu'on a collecté. Il n'y a pas un archive qui soit utilisé de manière historique, sociologique, anthropologique, qui documente comment aujourd'hui on rêve. Alors que, par exemple, le rapport à la guerre civile en Pérou, et par rapport aussi aux desaparecidos en Argentine, dans les temps de la guerre civile, il y a des comités où certains rêves ont été actés en tant que documents juridiques et témoignages aussi de violences subies. Là, je mentionne des cas extrêmes où les rêves ont été effectivement historiquement documentés. Nous, on ne voudrait pas forcément se focaliser sur les rêves extrêmes, politiques, qui sont valeurs décisive à niveau juridique. Ce qu'on veut documenter est comment on rêve aujourd'hui, dans notre époque, dans les lieux où on est, où on habite, dans notre société. En pensant que ça soit très instructif pour comprendre notre société et notre manière de vivre aujourd'hui. Un immense merci à Touya. Si vous voulez en savoir plus sur sa pratique, vous pouvez retrouver les liens en description de l'épisode. Merci à Julien et à Tito pour la musique originale. Et merci à Radio Galère. Désormais, Les Rêveuses, c'est aussi un apéro rêve et un cercle de rêve. Si vous appréciez l'épisode, vous pouvez lui mettre 5 étoiles sur Spotify. Ou vous abonner à la chaîne sur YouTube. Ces cercles de rêve et apéro rêve sont co-animés par Claire Bordas, consultante en rêve que vous pouvez réécouter dans l'épisode 1 de la saison 2 des Rêveuses.
Si vous voulez participer à un cercle de rêve ou à un apéro rêve, contactez-nous sur Instagram, sur lesrêveuses-podcast. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode des Rêveuses. À bientôt. Les Rêveuses, podcast.